Ensuite, c'est les grands-parents, les vacances, le soleil. Moi, ça glisse tout seul dans la gorge. J'en prendrais bien même un deuxième verre. À la vôtre. Elle nous rappelle notre enfance, les vacances au soleil, les bons moments en famille ou le travail à la ferme. Certaines ont plus d'un siècle, d'autres datent des années 50. Elles ont connu leur heure de gloire avant de tomber un peu dans l'oubli face aux nouveautés, toujours plus nombreuses. Absinthe, limonade artisanale, anthésite, sirop de plantes fraîches ou cacolac, ces boissons d'autrefois que certains pensaient disparues sont en train de faire leur grand retour. Quand il a voulu investir dans la limonade à l'ancienne, tout le monde lui a ri au nez. Jean-Pierre vend aujourd'hui sa boisson pétillante dans 44 pays. Adrien est bien décidé à relancer l'anthésite, cette petite bouteille de concentré de réglisse inventée par un pharmacien en 1898. L'objectif, c'était de substituer les boissons alcoolisées qui étaient consommées pendant les pauses café par un produit plus naturel et plus sain. On l'appelait la fée verte. On disait d'elle qu'elle rendait fou. Interdite en 1915, l'absinthe est aujourd'hui réhabilitée. Ce sont les excès du passé qui ont fait que l'absinthe a souffert d'une mauvaise image. Emmanuel a pour mission de redonner ses lettres de noblesse à la plus mystérieuse des boissons. Eau de pucelle, ratafia ou élixir suédois, Guillaume reproduit des alcools totalement disparus. Il trouve les recettes dans des livres anciens et des manuscrits du XVIIe siècle. Du lait et du cacao, cette recette toute simple a fait le bonheur de plusieurs générations. Pour remettre la boisson préférée de Jean-Pierre Papin sur le devant de la scène, Christian veut séduire les plus jeunes. Très beau. Sur les hauteurs de Marseille, c'est l'heure du goûter. Est-ce que vous voulez boire quelque chose de frais? Ah, volontiers. Alors, il y a plein de petits sirops, regardez. À la sarriette, à l'estragon, à la citronnelle. Pour ses invités, Bénédicte a sorti une étonnante collection de sirops de plantes fraîches. Voilà. Bon, ben santé, hein? Santé. C'est des sirops qui sont faits avec des vraies plantes et il n'y a pas de produits ajoutés, il n'y a pas de... On sent la fraîcheur de l'herbe aromatique. C'est ça, on a l'impression d'être dans le jardin où elle a chauffé au soleil. Ouais. Et... C'est fait avec des plantes fraîches et on a toutes ces plantes fraîches dans la bouche. Là, on voit la plus grosse différence, c'est quand on goûte la menthe. Où on a l'habitude du sirop à la menthe des marques classiques, là. Et bon, ça n'a rien à voir, on a l'impression de croquer la feuille de menthe. Ces sirops de plantes fraîches à l'ancienne, 100% naturels, doivent leur grand retour à Jean-Marc Timon-David. Il y a 6 ans, il quitte son emploi de cadre avec une idée en tête, relancer les sirops de son enfance, ceux que lui préparait sa grand-mère. C'est un peu ma Madeleine de Proust, hein, quelque part. Hein. Donc, c'est le fond du jardin, c'est les parfums dans la cuisine lorsqu'elle faisait bouillir son eau et infuser sa menthe. Donc c'était une recette familiale et dans les campagnes, on avait l'habitude effectivement de faire des sirops. C'était un délice, un délice. On mélangeait ça avec de l'eau fraîche. Produire des sirops de plantes fraîches est un travail de patience, minutieux.
Les journées de Jean-Marc commencent toujours avec le lever du soleil. Alors là, je ramasse de la marjolaine. C'est une plante qui est assez fine en parfum. Une fois mise en sirop, elle a des notes de caramel qui sont assez intéressantes. 3 heures de cueillette pour 2 cagettes, de quoi fabriquer 60 litres de sirop. Elle est assez belle cette année. Le printemps était bien humide, donc je pense que le sirop sera bien parfumé. Sitôt ramassée, sitôt infusée, la plante révèle toutes ses saveurs. Tout le plaisir de faire ce sirop, c'est d'avoir en bouche vraiment le parfum de la plante fraîche, sans avoir de goût de paille ou de foin qu'on pourrait avoir dans une infusion plus classique. Voilà, donc on voit là au fur et à mesure que l'infusion commence à prendre sa couleur. La plante rend tous ses parfums, toute son essence. Alors, je suis parti sur la base de la recette de ma grand-mère. Le sucre, petit à petit, va se diluer. Il n'y a pas de colorant. C'est uniquement la plante qui colore, qui donne cette belle couleur dorée qu'on aura à la mise en bouteille. Et il n'y a pas de conservateur. Donc c'est un produit qui est 100% naturel. Jean-Marc produit 4 à 5 000 bouteilles de sirop par an. À Marseille, il a plusieurs points de vente, comme chez ce pâtissier renommé. Alors, tu avais plus de pain citron, je crois, c'est ça? Un citron, ouais, c'est ça. Voilà. T'as bien vu. Ah, ça, c'est beau. Dans cette épicerie-bar de la Canebière, Voilà, je vous fais le service directement. L'odeur et le goût, ça colle pile poil. ou dans ce restaurant étoilé du Vallon des Aufs. Là, on a toute la marjolaine qui se dégage et on propose un filet de rouget puisque c'est la belle saison. Magnifique. Voilà. Donc avec ton petit sirop qui sublime l'encorné. Dans les jardins de cet hôtel 5 étoiles, le barman Pierre Becker utilise des sirops de Jean-Marc dans ses cocktails. Moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les produits provençaux et des choses vraies, et ça en fait partie forcément. Donc on va faire un cocktail à base de sirop à la citronnelle. On attaque, donc il fait chaud, on va mettre beaucoup de glace. Voilà, maintenant on va mettre la petite touche sucrée de sirop. Du rinquinquin, apéritif à base de vin parfumé à la pêche. C'est provençal. On va mélanger un petit peu cette petite goutte de sirop pour pas qu'il reste au fond. Et on va surtout mélanger avant de mettre le champagne pour éviter que les bulles du champagne s'évaporent. Et voilà un bulle de pêche fait avec une base de sirop Héloïde, du rinquinquin et du champagne. Le bulle de pêche est devenu le cocktail signature de l'hôtel et un excellent ambassadeur pour les sirops de Jean-Marc. Moi, je suis très difficile sur les sirops. C'est très bon. Très désaltérant. Délicieux, vraiment. Ouais, c'est très bon. Très parfumé. Et le fabricant Si tu veux l'acheter. et son bébé. Alors vous avez beaucoup d'arômes différents. Bravo, monsieur. Merci. Bravo monsieur. Bravo Pierre, vraiment. On va aller boire un coup. Oui, alors. c'est une bonne association. Sur la côte atlantique, le Caraïbos Lacano Pro est un rendez-vous incontournable de l'été. Pendant que les meilleurs surfeurs s'affrontent sur les vagues, les plus jeunes s'amusent sur le stand d'une boisson qu'ils ne connaissent pas.
Un tour de glisse, c'est un cacolac offert. Tenez. Pour son grand retour, la marque de lait chocolaté a décidé de séduire les enfants et de se rappeler aux bons souvenirs de leurs parents. Bonjour monsieur. On goûte ça, Nolan? Du cacolac, là, c'est extra. T'adores parce que c'est toujours aussi bon. On fait découvrir ça aux enfants, c'est pas mal. C'est l'enfance, quoi. Ça fait longtemps, alors maintenant, je m'en souviens plus trop. Ça rappelle Jean-Pierre Papin. Pardon, ça rappelle Jean-Pierre Papin. Cacolac. Bah, ça change le chocolat chaud, donc c'est très bon et c'est froid, donc ça rafraîchit. Ah, ça a plus de 65 ans, monsieur. D'accord. Ça a été créé à Bordeaux. C'est ancestral, ça. C'est notre boisson favorite. Et malheureusement, on habite à Paris, on en trouve très peu. Alors ça, c'est dommage. Le succès est au rendez-vous. Christian Maviel, le président de la marque, est enchanté. Pour une première année, on est relativement ravis. Oui. C'est une bonne expérience. C'est un bon retour de cacolac au premier plan. Et on voit que ça marche aussi bien pour les familles, les enfants, les adultes. L'animation, on est surpris du nombre de personnes qui participent. L'aventure du lait chocolaté débute en 1954 à Bordeaux. Le grand-oncle de Christian est associé dans une laiterie qui collecte et transforme le lait de la région. Beurre, fromage, yaourt, les affaires tournent bien, mais un voyage aux Pays-Bas va changer sa vie. Il y découvre un lait aromatisé au chocolat dont raffolent les Hollandais. De retour en France, il lance Cacolac, abréviation de cacao lacté. La recette est toute simple, du lait, du cacao et du sucre, le tout stérilisé et vendu dans une petite bouteille brune. Caravane du Tour de France, foire commerciale, la boisson entre dans le quotidien des Français qui la consomment surtout dans les cafés. Et c'est vrai que ça a été une offre nouvelle, hein, un chocolat prêt à consommer. Il suffisait de mettre un coup de percolateur, de vapeur pour le faire chauffer, le faire mousser. Et du coup, la consommation était aussi bonne chaude que froide. Moi, je bois un cacolac. C'est la boisson de ma génération. La marque se positionne comme la boisson des jeunes. Moi, je bois cacolac, c'est la boisson de ma génération. Dans les années 80, le lait chocolaté devient culte. Il s'en vend jusqu'à 30 millions de bouteilles par an. Et en 1992, l'entreprise bordelaise sponsorise le bateau d'Yves Parlier. Le destin va lui offrir la plus belle campagne de communication jamais imaginée. Autour de ce sponsoring, vous faites porter du cacolac dans toutes les salles de rédaction de France et de Navarre. Par chance, du cacolac a atterri chez Canal+, dans le bureau de Pierre Lescure. Jean-Pierre Papin était invité de nulle part ailleurs le soir même et lui proposait une boisson, on ouvre le frigo. Ah, cacolac, qu'est-ce que j'en ai bu quand j'étais plus jeune et ça me ferait plaisir, donc voilà. Cacolac light, moins de sucre, plus de patates. Et l'association Cacolac Jean-Pierre Papin a fait tilt de suite aux yeux des Guignols et puis voilà, on s'est retrouvés avec une superbe cohabitation, une superbe expérience. Il était corrompu au cacolac et puis ça nous allait bien, ouais, c'était fort. Et ça, c'est quoi? Je vous jure, c'est pas monsieur. T'es corrompu, corrompu. Mais le 22 février 1996, une annonce du président de la République va faire s'effondrer les ventes. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans 6 ans, il n'y en aura plus. Cacolac a été la boisson de nombreux militaires de toute une génération ont livré par camion complet le SAO de Brest, le SAO de Toulon. Et c'est vrai que c'est malheureusement, pour nous, un pan de consommation qui s'est effondré du jour au lendemain avec la disparition du service militaire. C'est bien dommage. Les années 2000 sont difficiles. La publicité gratuite et quasi quotidienne des Guignols prend fin. La boisson lactée est délaissée. En 2015, Christian prend la tête de l'entreprise avec un seul objectif, relancer les ventes. Il n'a pas de gros moyens pour communiquer. Christian va tout miser sur les réseaux sociaux. Il faut repartir à la conquête des jeunes. Un nouveau langage fait de mots composés est inventé. Le plus célèbre, soifin, aussi bon pour la soif que pour la faim.
Jeux, photos, vidéos, en quelques mois, le lait chocolaté redevient branché. La marque rassemble plus de 300 000 fans sur Facebook. Et pour toucher encore plus de monde, la boisson s'offre les services d'Olivier, un influenceur. Il a fondé le site Cuisine ta mère, destiné aux étudiants. Une fois par mois, une recette à base de cacolac est filmée par ses équipes, puis mise en ligne. Arthur, tu peux me dire les dernières vidéos cacolac, les résultats? Alors du coup, on a celle avec la galette au cœur fondant cacolac, là, qui a fait 168 000 vues. On a le fondant au chocolat cœur cacolac, qui Ça, fait c'est nos bêtes. 267 000. L'île flottante avec les 200 000 vues. Depuis qu'on a démarré en 2017, on est à 2,5 millions, plus de 2,5 millions de vues. De vues qu'on a touchées. Très bien. En tout. Ok. C'est sûr que cacolac, c'est pas un ingrédient culinaire, ça sert pas principalement à faire des recettes. Or nous, on détourne un peu le produit puisqu'on s'en sert pour le mettre dans des recettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est de l'entertainment. C'est-à-dire qu'on va d'abord partager. Il y a probablement très peu d'étudiants qui font réellement les recettes qu'on propose, mais ils ont du plaisir à les partager, ils vont faire le buzz, et c'est comme ça en fait qu'on crée du bruit autour d'un produit, autour d'une marque. Pour des budgets réduits, ça permet à des marques comme Cacolac d'avoir un outil de communication qui est très ciblé et très qualitatif. La stratégie de communication est efficace. Les ventes progressent et dépassent aujourd'hui les 15 millions de bouteilles par an. Un soulagement pour la trentaine de salariés, mais aussi pour les éleveurs de la région qui vendent leur lait à l'entreprise. Dans le Lot-et-Garonne, Christian leur en achète 3,5 millions de litres par an. Ah, elle est là. Et bonjour. Bonjour. Ça commence à faire du volume. Ouais, ça redémarre. On a repris vraiment le travail depuis 2 ans sur le marché national et ça porte ses fruits. Donc on est vraiment content de pouvoir redémarrer comme il faut, quoi. Et que la marque, elle n'a pas été oubliée, elle n'a jamais été enterrée complètement. Mais on était un peu endormis. Je suis contente aussi, quoi. Ça représente notre travail derrière, quoi. On est un petit peu obligé de faire du lait de qualité. Et puis voilà, ça fait des produits de qualité à l'arrivée. Pourquoi ces boissons du passé ont-elles autant de succès? Comment expliquer leur retour alors que l'offre est de plus en plus importante? Serge Guérin est sociologue. Mais je pense que c'est plus fort qu'une mode, c'est vraiment une tendance incrustée du fait d'avoir envie comme ça de goûter ou de retrouver des saveurs anciennes. C'est tout simplement une forme de nostalgie. On est dans une modernité qui nous dit « oubliez vos racines ». Et là, les gens ils disent « mais non, c'est ça qui a fait le pays ». Et c'est aussi une manière de dire « mais moi, je suis fier de ce pays, je suis fier de tout ce qu'il a fait ». C'est aussi peut-être de dire à ses parents ou à ses grands-parents « tiens, je t'ai ramené ça, je l'ai retrouvé, parle-moi de comment c'était avant ». Et la grand-mère qui va dire « mais moi, j'en buvais, voilà comment c'était ». Et pour nous, la limonade, mais c'était une fois dans l'année, c'était une fois dans la semaine, c'était une fête. Ah ouais, c'était comme ça pour vous? Ben oui, parce qu'on n'en buvait pas tous les jours. C'est comme l'orange et ainsi de suite au moment de Noël. Ça permet aussi de rappeler à plein de gens qui pensent qu'on vit des périodes très difficiles, de leur rappeler que ce qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents était autrement plus difficile. Lorsqu'il était petit, Gaby fauchait les foins tout l'été, sous un soleil de plomb. Ça, c'est pénible, hein. À partir de 8-9 ans, oui, on a commencé à s'entraîner un peu. Et c'était un travail harassant en plein soleil. Ah, c'est pour ça que l'anthésite et l'eau très fraîche étaient bienvenus, hein. Belle couleur. Au diable l'avarice, on compte pas les gouttes. Voilà. Allez.
Un délice. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'anthésite? La soif. C'est la boisson familiale de l'été, du travail au champ. Mon père disait, c'est pour casser l'eau. Personne n'a oublié le goût de l'anthésite. Mais beaucoup pensent que la petite bouteille de concentré de réglisse n'existe plus. Elle vient pourtant de fêter ses 120 ans. Elle ne s'est même jamais aussi bien portée. Dans l'usine historique, à côté de Voiron, la chaîne de production tourne à plein régime. Bonjour Réal. Ça va? Adrien Mollard et ses employés produisent 1 100 000 bouteilles par an, 3 fois plus que dans les années 80. Un étonnant destin pour cette boisson inventée à la fin du 19e siècle pour lutter contre l'alcoolisme. L'histoire commence en 1898. Le produit anthésite a été créé par un pharmacien apothicaire qui s'appelait Noël Perrot-Berton et qui était passionné de plantes et qui fit de la racine de réglisse sa plante de prédilection. Et il développe dans son laboratoire un concentré de réglisse qu'il aromatise à l'anis et qu'il arrive à référencer, pour la petite histoire tout de suite, à la SNCF. Et l'objectif, c'était de substituer les boissons alcoolisées qui étaient consommées pendant les pauses café par un produit plus naturel et plus sain. Et puis le génie du fondateur, ça a été les référencements qu'il a réussi à obtenir. Il référence anthésite dans les écoles, dans les colonies de vacances, dans l'armée nationale française et dans les épiceries fines, avec comme leitmotiv la famille. Et du coup, aujourd'hui, 120 ans après, il y a un capital affectif qui est extrêmement important auprès de cette marque, puisqu'il arrive à référencer ce produit dans toutes les grandes étapes qui marquent la vie d'une femme ou d'un homme. Il y a de l'anthésite à boire chez nous, il y a de l'anthésite à boire. Hygiénique, économique, tonique, désaltérante, digestive, les superlatifs ne manquent pas pour faire la promotion de l'anthésite tout au long du XXe siècle. Attention, ce flacon n'est pas grand, mais c'est de l'anthésite. Il dynamite la soif. À lui seul, un flacon d'anthésite vous donne 75 litres d'une boisson qui ne fait pas semblant de désaltérer. Anthésite. Fonction, briseur de soif. Définition, à l'extrait de réglisse. Anthésite, l'anti-soif. La recette mise au point en 1898 est un secret bien gardé. Un mélange de plantes et de racines de réglisse. Ces bâtons de réglisse qu'on a pu mâchouiller quand on était jeune chez les buralistes. On achète 650 tonnes de racines de réglisse aux quatre coins du monde, avec des caractéristiques particulières. Un cœur jaune, des qualités olfactives importantes et une épaisseur de racines assez grosse pour qu'on puisse extraire la somme de tous les goûts du réglisse pour le retrouver dans notre flacon anthésite. Broyées, filtrées, distillées, les racines de réglisse livrent toutes leurs saveurs. Et le petit flacon continue de séduire 120 ans après sa création. Alors, anthésite est pour moi une boisson ultra novatrice, une boisson de visionnaire. Pourquoi? Parce que les consommateurs cherchent des boissons saines, naturelles, sans sucre, sans édulcorant. Et anthésite répond à ces critères-là depuis 120 ans. Donc une boisson qui pouvait effectivement paraître un peu vieillissante, un peu poussiéreuse et finalement ultra légitime sur le marché. Toi, tu as fait un espace côté des eaux, comme on en avait plus ou moins parlé. Et puis, En 2015, Adrien lance de nouveaux produits. Le fruisite et le thésite, 100% naturels eux aussi. Son objectif, toucher de nouveaux consommateurs, plus jeunes, et augmenter sa visibilité dans les rayons des supermarchés. C'est bien d'avoir mis thésite et fruisite à côté, et en plus en face du rayon des eaux. Ouais, et en plus il y a lien. beaucoup de passages ici, et puis les gens font bien le lien avec la marque. Les gens avaient du mal à nous trouver parce qu'on a une petite bouteille, donc elle est moins visible que des bouteilles de 75 ou de 1 litre. Le fait de diversifier notre offre et d'avoir des linéaires beaucoup plus larges permet de maximiser la surface linéaire que nous avons et donc de redonner de la notoriété à la gamme ancestrale. En tout cas, les consommateurs ont répondu présent, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ce linéaire-là. Dans la station thermale du Riage, à côté de Grenoble,
l'anthésite écrit peut-être une nouvelle page de son histoire. Je vais faire avocat à huile d'olive, anthésite. Et la truite, pareil, elle va être crue avec un tout petit peu d'anthésite. Le chef doublement étoilé Christophe Haribert l'utilise dans sa cuisine de l'entrée au dessert. Donc là, je commence par mettre un petit peu d'huile d'olive et vraiment mettre un tout petit peu d'anthésite, 3 gouttes. Voilà. Je vais mettre une toute petite goutte aussi sur le poisson. Un tour de moulin. Voilà, très simplement. Merci. Adrien est toujours surpris par son anthésite dans la cuisine. Il se dit toujours, ah ben ouais, ça marche super bien. Ça marche super bien. C'est frais, c'est bon, ouais. C'est subtil. C'est subtil. Ça marche vraiment avec plein de choses. Ça marche sur les salades, ça marche sur les poissons, ça marche sur la viande. C'est vraiment un produit qui est fantastique. Sur les desserts aussi? Ouais, les desserts, bien sûr. On fait des gâteaux de Savoie, on fait des glaces aussi. C'est tellement magique. J'aimerais que tous les gens aient une petite fiole comme ça dans la cuisine. Et de temps en temps, gâteau de Savoie, truite, poisson, viande, sur une pomme de terre, dans une salade de pommes de terre, avec des harengs, c'est fantastique. Avec du maquereau, c'est fantastique. Mais vraiment, il faut oser tester. Ça, en plus, ça va surprendre vos convives. Donc c'est génial. C'est peut-être ça l'avenir de l'anthésite. J'aimerais bien. À Aubagne, Guillaume Ferroni redonne vie à des boissons disparues depuis plus de 2 siècles. Bon ben bienvenue au château des Cressaux, donc Guillaume Ferroni, donc je suis l'exploitant ici. Bon, j'ai converti le château progressivement en fabrication de spiritueux avec on va dire une passion, une attirance particulière pour un type de spiritueux, c'est les spiritueux disparus. Donc je suis collectionneur d'ouvrages anciens. Donc je collectionne des ouvrages de 1700 à 1900 à peu près, et donc je tire de ces ouvrages des recettes d'alcool disparu. Je m'amuse à reproduire. Guillaume Ferroni est considéré comme un des plus fins connaisseurs des spiritueux du passé. Son trésor, cette collection d'ouvrages anciens. On y trouve des manuels du distillateur, des livres de médecine, de pharmacie ou encore de cuisine. Tous contiennent des recettes de boissons disparues. Le Graal pour moi, c'est quand j'arrive à attraper des manuscrits. Alors lui, il est précieux parce que notamment on y trouve par exemple l'eau d'anis, donc l'ancêtre du pastis, 1738. On y trouve également le fameux 6 graines qui est le Vespetro, qui est un alcool de graines du coup, que je reproduis. Ratafia, élixir suédois, aux Vertes de Marseille. Pour faire revivre ces boissons oubliées, Guillaume suit les recettes à la lettre. Dans le jardin du château, il cultive de nombreuses plantes. Pour les distillations, il utilise cet alambic fabriqué en 1800. Dans cet alambic, on fait un produit qui s'appelle l'eau de Pucelle, donc qui est un ancêtre du gin, qui s'appelait également l'eau virginale, donc c'est un très très vieux spiritueux français. Les spiritueux que relance Guillaume avaient disparu de la circulation lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. L'histoire, c'est que les spiritueux étaient vendus jadis en fût, et donc on allait chez le détaillant pour faire remplir sa bouteille. Et quand arrive le temps moderne, la bouteille devient bon marché, donc on vend les spiritueux en bouteille, et du coup on vend les spiritueux avec une étiquette. Et l'étiquette amène la marque, et du coup les clients vont demander telle marque et telle marque. Et donc les spiritueux qui n'auront pas de marque, ils vont mourir. Et donc moi je travaille sur cela, donc il n'y avait pas de marque de Vespetro, il n'y avait pas de marque de Ratafia de Marseille, tout le monde en faisait, c'était un alcool populaire, et du coup ces produits-là ils disparaissent. Voilà. Donc, ce produit-là, sans le travail de Guillaume, ces boissons seraient à jamais restées dans les livres. Le Ratafia de Marseille, par exemple, à base de cerises, griottes, fraises et framboises. Le Ratafia de Marseille, donc là on est sur le... On le dégustait au moment de Noël avec les 13 desserts. Qui sent Noël, donc là vous avez normalement les notes de Noël. Ça sent le plein d'épices, ça sent le vin chaud, c'est très chaleureux, quoi. C'est fruité et épicé en même temps. C'est vrai que ça a un goût particulier, puis on sent bien la cerise et les fruits rouges. Très très bon. Ah oui, c'est fabuleux. Et puis c'est vraiment un plaisir de découvrir ce travail, ces recherches, et puis ces saveurs différentes. C'est vraiment plaisant. Dans les manuscrits de Guillaume, les toutes premières recettes d'absinthe. Une boisson qui va marquer le XIXe siècle avant d'être interdite en France pendant près de 100 ans. L'absinthe est une plante aromatique
connue depuis l'Antiquité. En 1798, elle donne son nom à cette liqueur verte qui se trouble dès que l'on y verse de l'eau. À partir de la moitié du XIXe siècle, l'absinthe devient la reine des cafés parisiens. On l'appelle la fée verte. Baudelaire, Rimbaud, Modigliani, Van Gogh et tant d'autres y cherchent l'inspiration. Mais elle va faire des ravages dans les milieux plus modestes. Dans les bistrots populaires, on la boit pure. Bon marché, procurant une ivresse rapide, elle est associée à la misère, à la violence conjugale et au crime. On accuse la thuyonne, une molécule présente dans la plante, de rendre fou et criminel. Elle finit par être interdite en 1915. Il faut attendre 2011 pour que la vente d'absinthe soit à nouveau autorisée en France. Seule condition, elle doit contenir une quantité de thuyonne 10 fois moins importante que celle d'avant l'interdiction. Emmanuel Duverrière est responsable de communication chez Pernod, une des marques qui fabrique à nouveau l'absinthe en France. Ce week-end, il va servir de guide à la journaliste Amandine Deguin. Elle prépare un article sur le retour de l'absinthe pour Volubile, un nouveau magazine spécialisé. Amandine du magazine Volubile nous accompagne pour redécouvrir la production d'absinthe et toute l'histoire de la plante et de cette boisson. Ça reste une production, en tout cas une distribution qui est relativement confidentielle sur le territoire. Mais l'idée, c'est de le remettre au goût du jour. Et effectivement, ça passe par des articles et voilà, par la communication autour du produit. Et c'est ce à quoi on va travailler ce week-end. Pontarlier, dans le Doubs, est la capitale mondiale de l'absinthe. Comment elle est l'absinthe? Une fois par an, les amateurs s'y donnent rendez-vous pour partager leur passion. Collection de fontaines, attribution du prix de la meilleure absinthe et dégustation avec modération, comme il est d'usage pour les alcools, à la distillerie Guy, un des producteurs historiques. Bien santé. Merci beaucoup. Santé. Il y avait combien? 22 distilleries à Pontarlier avant. Donc, c'était 55 000 litres d'absinthe par jour qui étaient fabriqués. Je crois que l'absinthe aussi, c'était mis dans les packages des Français qui partaient en colonie en Afrique du Nord, notamment Algérie, Tunisie, Maroc, pour purifier l'eau. Voilà, c'est ça. Et donc en revenant en France, et notamment sur les terrasses des cafés, ils prenaient de l'absinthe. C'est aussi ça qui a lancé un peu la mode de la consommation, la tendance, quoi, avec une boisson qui s'affichait sur les terrasses, qui était vue par des gens qui ne connaissaient pas forcément, et qui par curiosité goûtaient. Pourquoi de l'absinthe, genre, et pas du pastis, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a genre... Excellente question, ça n'existait pas. Excellente question, ça n'existait pas. L'ancêtre du pastis, c'est l'absinthe. Personne ne comprend ça, parce que tout le monde a oublié les 100 ans d'interdiction ont banni l'absinthe. D'où se sont créées toutes les boissons à base d'anis. Au fil des discussions, Amandine découvre pourquoi et comment l'absinthe a été interdite en 1915. En 1865, le vignoble français subit de plein fouet l'attaque d'un parasite, le phylloxéra. La production de vin chute de 3/4, l'absinthe devient alors l'alcool le plus consommé du pays. Les Français en boivent entre 20 et 30 verres par jour. Une consommation excessive qui fait de nombreux dégâts. Dès 1875, les ligues anti-alcooliques, groupées autour de Louis Pasteur, l'Église catholique, les médecins et la presse, se mobilisent contre l'absinthe. En 1906, une pétition recueille 400 000 signatures. Et en 1907, une grande manifestation rassemble à Paris les ligues anti-alcooliques et les viticulteurs. Le mot d'ordre, tous pour le vin, contre l'absinthe. Et le lobby du vin a mis une pression énorme pour justement interdire l'absinthe, qui lui faisait une concurrence trop forte, et la sanction est tombée, et l'absinthe est devenue interdite en 1915, avec une prohibition qui a duré près d'un siècle. Tuire, près de Perpignan.
C'est dans cette usine historique que l'absinthe Pernod est à nouveau fabriquée. Sandra, responsable recherche et développement, conserve dans cette valise un petit trésor. Alors regarde, ici, on a retrouvé une bouteille qui date de l'année d'interdiction de l'absinthe. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc comme tu le vois, alors on peut exceptionnellement peut-être la sortir pour la montrer. Voilà, donc ça c'est une bouteille qui date à peu près de 1915, de l'année d'interdiction de l'absinthe. Par chance, on a retrouvé un manuscrit dans un immeuble en démolition, un manuscrit qui datait de la fin du 19e siècle, et sur lequel on a pu avoir quelques indications sur la recette ancestrale, la recette originelle de 1805, avec notamment les différentes matières premières qui étaient mises en œuvre et les ratios, les proportions, donc la grande absinthe de Pontarlier et l'alcool de vin du Languedoc-Roussillon. Et donc en fait, après, on a fait différents essais de formulation pour pouvoir arriver à obtenir la recette qui soit la recette la plus proche de la recette originale. L'alambic que l'on voit ici, qui est un alambic donc à colle de scie, est la réplique exacte ou quasi exacte de l'alambic ancien utilisé à Pontarlier en 1805. Donc on a tenu à conserver cette géométrie et cette forme parce que dans le monde de la distillation, la forme de l'alambic impacte forcément la qualité des distillats qu'on obtient derrière. La seule contrainte aujourd'hui dans la fabrication de l'absinthe est de respecter la limite légale de thuyone, cette molécule qui pourrait provoquer des hallucinations à forte dose. C'est dans la fleur de la grande absinthe que l'on retrouve la thuyone, dont la quantité est limitée dans les spiritueux. Donc on doit respecter une réglementation qui, à l'échelle européenne, est de maximum 35 mg par kilo et à l'échelle du reste du monde de 10 mg par kilo. Et vous préférez être à 10 ? On s'est positionné à 10 pour pouvoir vendre sur des marchés export et pas seulement européens, donc notamment le Japon, les États-Unis. Donc on respecte cette teneur maximale de 10 mg par kilo. Exactement. Faire revivre un alcool oublié est un long et difficile travail. La marque ne vise pas seulement le marché français. Elle compte bien exporter son absinthe dans le monde entier. Comme aux États-Unis, où elle est présente depuis 2013. À New York, le Saxon and Powell est un bar à cocktails réputé. Maxime, barman français, ne manque jamais une occasion de faire découvrir l'absinthe à ses clients. Alright guys, so I'm gonna make you a summer swizzle. So long and refreshing drink. So the base will be aquavit with a little bit of mezcal and of course absinthe. We're gonna be using half ounce of absinthe, some fresh lime juice, pea syrup, and we're gonna swizzle the drink. Beautiful. Okay. Chin chin. Chin chin. Chin chin, baby. Salud. Salud. Wow. That's fantastic. Mm. It's perfect. L'absinthe a une espèce de connotation un peu illégale, quelque chose qui est pas... Ils pensent tous qu'ils vont devenir fous quand ils boivent de l'absinthe. Donc c'est aussi sympa d'en discuter avec eux. Voilà. I want the recipe. Yeah. Les cocktails viennent des États-Unis. Et une fois qu'ils goûtent un cocktail de l'absinthe, ils aiment beaucoup. Et c'est comme ça, c'est une espèce d'introduction en fait à l'absinthe, en faisant des cocktails. Voilà. Forbidden fruit. Autre ambiance et autre décor à Long Island City. Voici le Profundo Day Club, une sorte de boîte de nuit, mais en plein jour, où les jeunes New-Yorkais aisés viennent passer leur dimanche après-midi. On se montre, on danse dans la piscine, on drague et on boit une boisson pétillante venue de France, la limonade artisanale Lorina. Yeah, it's great. It's not too sweet. It's very good. Shall we cheers? I love it. So good. So good. I like non
The Lorena girls. À New York, on trouve la limonade française absolument partout. Dans les rayons de 400 supermarchés, dans les nightclubs de l'East Village ou dans les vitrines chics de Madison Avenue, la plus chère de Manhattan. I do like it. It's very refreshing and it has a lot of like natural taste in it. Cette limonade, qui séduit de plus en plus d'Américains, est fabriquée à 6000 km de New York. Voici Münster, un petit village de Moselle de 250 habitants. Célèbre pour son église collégiale du XIIIe siècle et surtout pour son usine de limonade qui exporte ses bouteilles dans le monde entier. L'homme qui a relancé la boisson pétillante quand plus personne n'y croyait s'appelle Jean-Pierre Barjon. En 1995, il tombe sur un article de journal qui dresse un portrait élogieux d'un des derniers limonadiers en France, Yves Kessler. Yves était déjà célèbre, il avait une pleine page dans Libération. Moi, j'étais à Paris, je suis tombé sur le journal et l'article s'appelait « Le maître-queux de la limonade » et il est là. Il m'a appelé, il a dit « Je suis intéressé par une petite entreprise » et puis moi, bêtement, j'ai dit « Il n'y a rien à vendre, c'est une entreprise familiale ». Et puis, 15 jours après ou 3 semaines après, il me téléphone et dit « Est-ce que je pourrais venir vous voir ?» Je dis « C'est pas interdit », il est venu me voir et plusieurs fois, à force de discuter, de tractation. Puis un soir, je suis rentré, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit « Écoute, là, il y a un jeune, il a envie de travailler, pourquoi on ne lui céderait pas l'entreprise ?» À l'époque, Yves n'a que 4 salariés. Sa petite fabrique de limonade est installée dans ce bâtiment au centre du village. Elle vient de fêter ses 100 ans. C'est le grand-père en 1895 qui fabriquait déjà du vin. Il a commencé à faire de la limonade dans des bouteilles de champagne avec un bouchon de liège et du fil de fer. Et puis il allait livrer ça avec des chevaux, une charrette. Il allait dans les différents villages, les bistrots, et il livrait ça. Et puis après, ça s'est développé. On faisait la vente, on faisait la fabrication, on faisait tout. On fabriquait 3-4 jours par semaine, et à la fin de la semaine, avec les camions, on allait vendre, livrer les épiciers, les cafés. En 1995, Jean-Pierre Barjon a de grands projets pour la limonade de Münster, mais il est le seul à y croire. Clairement, la limonade n'intéressait plus personne et pour l'anecdote, j'avais demandé à mon père de me prêter pour investir dans cette entreprise. Il m'a dit « Je t'aiderai dans les jus d'orange, mais pas dans la limonade, c'est foutu ». Jean-Pierre Barjon décide de tout miser sur l'authenticité de sa limonade. Il conserve la bouteille en verre et son bouchon mécanique et met un point d'honneur à garder la recette originale de 1895. Une recette ultra simple et 100% naturelle. De l'eau gazéifiée du Jura, de l'extrait de citron de Grasse et du sucre de betterave. Une révolution dans l'univers des sodas, composés le plus souvent d'édulcorants, de conservateurs et d'arômes artificiels. Reste à convaincre la grande distribution de mettre sa limonade dans les rayons, mais Jean-Pierre n'a aucun contact. Au départ, j'ai fait le 12, c'était à l'époque du 12, et j'ai dit voilà, j'aurai le numéro de téléphone d'un Auchan dans le Nord, et ensuite de ce magasin, on m'a donné l'adresse de la centrale d'achat, et après j'ai voulu parler à l'acheteur. Et lorsque je lui ai dit que je voulais lui vendre de la limonade, il a éclaté de rire en me disant j'ai besoin de rien. Mais il a fini par me recevoir. Qu'est-ce qui a fait que ça a repris alors? La sincérité du produit, son histoire, et puis quelque part la rétro-innovation, c'est-à-dire de retrouver disponible dans un magasin un produit qu'on avait tous connu sur nos tables 30, 40 ans, 50 ans avant, parce que la limonade, c'est franco-français. Le retour de la limonade dans les rayons des supermarchés est un succès. Les clients sont séduits et beaucoup écrivent à l'usine pour le dire. Robert, du 62. J'ai retrouvé la limonade de mon enfance et c'est avec plaisir que j'en fais profiter mes petits-enfants. Ça c'en est une. Ensuite, il y a du 31. Bravo, félicitations pour votre produit vraiment authentique. Du 83.
Nous prenons un réel plaisir avec votre limonade artisanale. Nous en offrons à nos hôtes à leur arrivée. Enfin, je retrouve le goût de la vraie limonade de mon enfance. Bravo, et en plus dans les bouteilles en verre. Ça fait plaisir, oui, puis surtout ça fait plaisir aux gens qui nous écrivent. C'est l'essentiel. Après la France, Jean-Pierre réussit à exporter sa limonade à l'étranger. Cette palette, elle va partir pour la Californie. Et là, cette production va partir pour l'Australie. Ben, nos produits sont globalement dans 42-43 pays, avec une dominante aux États-Unis et ensuite en Europe, avec un peu d'Asie. Voilà. Ce sont des pays qui n'avaient pas forcément la mémoire de la limonade comme en France. En France, c'était la rétro-innovation. On a refait vivre de la nostalgie. Dans le reste du monde, cette bouteille, elle est iconique, mais elle était inimaginable. Et par contre, elle nous a permis d'être différents, elle nous a permis de raconter une histoire. Et là encore, on est aussi dans partager une expérience. Donc l'expérience de l'art de vivre, l'expérience du bon produit qu'on met à table. Donc en fait, on est à la fois un objet culturel, un objet de décoration et puis évidemment un objet de rafraîchissement. Le Fancy Food Show à New York est le plus important salon agroalimentaire d'Amérique du Nord, réservé aux professionnels. 54 pays représentés, 2600 exposants et plus de 200 000 spécialités à découvrir. La limonade de Münster y a un stand chaque année. Marilyn, Adrien et l'équipe de commerciaux basée à Miami sont en charge du marché américain. Nous sommes les héritiers de plus de 120 ans d'histoire. Nous savons exactement comment fabriquer cette limonade. Nous faisons cette limonade depuis 1895 dans le même village de l'Est de la France, Münster. Entièrement fabriqué en France, dans le même village, depuis 120 ans. Vous voulez goûter? 1895 attire tout de suite l'œil. On est une vraie marque avec une histoire à raconter, c'est très important pour eux. Ils peuvent le raconter à leur tour à leurs clients et le côté authentique est une vraie valeur ajoutée. Vous voulez goûter celle à la fraise? Sur les États-Unis, la limonade transparente, c'est pas celle qui va les attirer. Les Américains aiment bien les couleurs, ils aiment bien les parfums un petit peu spécifiques, ils aiment bien les produits différenciants. Et donc, on a moins de succès avec cette limonade transparente. C'est pour ça que sur l'ensemble du stand, nous, on joue sur les couleurs, on joue sur le côté achat d'impulsion qui va se voir et qui va être sexy pour nos clients. Alors là, vous avez une nouveauté. On a pastèque. Donc c'est un parfum assez tendance en ce moment. Donc on a sorti notre limonade pastèque. Ce qui est très tendance également, ce sont tous les parfums floraux. Donc on a lavande. Beaucoup de nos clients et de nos prospects sont intéressés par ces nouveautés. C'est à la pastèque? Oui, c'est un nouveau parfum. Vous voulez goûter? Je veux bien. Je pense qu'elle vient d'arriver en Californie. Si vous voulez en commander, ce devrait être possible. Vous aimez? À Manhattan, c'est le début des vacances d'été. La température atteint les 35 degrés. Des conditions idéales pour faire la promotion de la limonade. Dans ce supermarché de l'Upper East Side, elle est presque dans tous les rayons. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Content de vous voir. Vous avez un petit moment? Oui, oui, bien sûr. On vient voir comment va notre limonade. C'est une de nos meilleures ventes. Vraiment? Oui, suivez-moi. Alors ici, nous avons les grandes bouteilles. C'est une belle promo, 2 pour $6. Celles-ci se vendent vraiment très bien. Le mélange des couleurs est parfait. C'est exactement ce que l'on veut.
Ici, il y a un très beau présentoir. J'en ai mis aussi au rayon frais. Les gens s'achètent à manger et en même temps, ils prennent une Lorina. Ah, c'est parfait. Ils la voient ici et peuvent en prendre une fraîche à côté. C'est vraiment très bien. J'en ai encore là-bas. Vous voulez voir? Oh, merci Herman. Ah oui, ça c'est les bouteilles qu'on vend le plus. Oui, vous avez toutes les tailles. Oui, tous les formats. Aujourd'hui, il faut vraiment se battre. Vous avez vu les offres dans les étalages, c'est pas facile. Donc il faut vraiment créer la relation de proximité avec ces magasins pour créer des deals, se mettre en promotion, pour réaliser des choses comme ça. Les prix, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en France. Non, pas tout à fait. Déjà, on apporte tout. Tout est fabriqué en Moselle. Donc, il y a le coût du transport, on a un bureau. Si vous prenez notre offre Prestige, là, donc avec le bouchon mécanique traditionnel, effectivement, ça va être haut de gamme. Là, on est sur 2 pour 6, donc on pourrait être à 2,99 la bouteille pour 1 litre. Donc, on reste premium, mais beaucoup plus accessible pour la famille. Ouais, Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment super. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. J'en ai encore dans un autre rayon, vous voulez voir? Des boutiques chics de Manhattan. Dites-moi ce que vous en pensez. Aux meilleures tables de France. Des bars à cocktails les plus réputés aux spots de surf branchés. Ces boissons oubliées n'ont pas fini de nous surprendre et semblent bien avoir réussi leur retour là où personne ne les attendait.